Au sommaire du journal, dimanche des retrouvailles à Lagdo, les ex-otages libérés depuis quelques semaines ont regagné leur domicile respectif. Le 14 août dernier, ils ont eu droit à un accueil chaleureux marqué par la présence du gouverneur de la région du Nord. Et puis en éducation, relations sentimentales entre élèves et enseignants, le phénomène prend de l'ampleur dans les établissements scolaires. Dans cette édition d'information, la rédaction des CamNews 24 tente d'établir les responsabilités. Voilà pour la vitrine, bienvenue à tous au journal. Le gouverneur de la région du Nord a reçu dimanche dernier à Garoua les ex-otages de Lagdo libérés depuis quelques semaines. C'était en présence de l'ensemble de l'élite du Nord venue assister à la cérémonie. Jusqu'à Aman Bonnier, Justice Totom. Après l'aéroport international de Garoua, où une foule importante de personnalités ont accueilli les 14 otages de Lagdo, l'émotion des uns et des autres ce dimanche démontrait l'ampleur de la joie des retrouvailles. Les ex-otages de Lagdo, libres depuis quelques semaines, foulaient ainsi le sol de la région du Nord à nouveau. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, et Idi autour de ce qui se trouvait toute l'élite du Nord, recevait les honneurs d'échanger en premier lieu avec les ex-otages dont personne n'espérait revoir dans cet état. La joie des rescapés de retrouver les leurs était palpable au lieu dit Urokesun, à l'entrée de la ville de Lagdo, où les populations dans l'Allier attendaient leurs frères et sœurs. Était aussi présent le maire de Lagdo, Mama Abakaï. Je suis très fière de cette journée. Je remercie d'abord le président de la République pour tous ses efforts fournis et ainsi que tout le monde de loin et de près qui ont pu participer à cette émotion, cette joie, je peux dire. Et je vous remercie beaucoup. Je suis très fier, très ravi de voir monsieur le maire rentrer chez nous après 16 mois de captivité, avec la souffrance qu'ils ont vécue. Et Dieu les a supportés, ils sont rentrés au bercail. Nous remercions beaucoup Dieu pour ça. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi, a saisi l'occasion pour remercier le président de la République, mais aussi Dieu le Tout-Puissant, sans l'aide de qui ces ex-otages ne seraient plus aujourd'hui en vie à Lagdo. Il a aussi mis en garde les auteurs et les complices de preneurs d'otages, dont le travail continue encore malheureusement dans le Mayoré. Les ex-otages, pour leur part, ont reconnu cette implication du chef de l'État. Je tiens d'abord à rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux qui nous a permis d'être en vie pendant 16 mois. C'est terrible. Et je tiens à rendre hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a mis tous les moyens en jeu, qui a pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour que nous ayons la vie sauve. C'est donc un jour nouveau qui s'est levé sur Lagdo, qui retrouve ses fils et filles. L'occasion était aussi idoine pour le gouverneur de demander à ses ex-otages, et notamment au maire de Lagdo, à faire table rase du passé et continuer à agir pour la sécurité et la paix dans la localité. L'actualité politique dans le Nord à présent, le RDPC parti de la Flamme ardente section Benue Centre 2 gagne du terrain. Ce week-end, elle a accueilli dans son sein une soixantaine de militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, une démission en masse qui fait suite au manque d'intérêt manifesté à leur endroit. Jusqu'à Aman Bonnier, Donna Anouzwa. Elles sont exactement 60 femmes à avoir quitté l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Ces femmes, jadis membres de la sous-section UNDP de Fulbert 4, ont officiellement rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais le 13 août 2016 pour des raisons qu'elles évoquent ici. Pendant longtemps, nous avons servi aux côtés de l'UNDP. Au bout du compte, ce parti ne nous a servi à rien du tout. Pas de soutien aux malades ni assistance aux familles des personnes décédées. L'UNDP ne nous servait donc à rien. Nous avons constaté que le RDPC, de son côté, avançait bien et s'occupe de ses militants, contrairement à l'UNDP. C'est la raison de notre démission ce jour. À en croire les instances dirigeantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région,
L'adhésion de ces nouveaux membres venus de l'UNDP reste conforme aux exigences statutaires du parti du flambeau ardent. Le RDPC est un parti organisé. Il est donc un parti hiérarchisé. Il est donc un parti discipliné. Donc, elles doivent, n'est-ce pas, se conformer selon les règlements et les textes de base de notre parti. Les démissionnaires, désormais habillés aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parlent sans coup férir des difficultés rencontrées durant leur séjour à l'UNDP. Je suis une militante convaincue et convaincante. Donc, je suis vraiment aujourd'hui très fière d'avoir 60 militants dans notre rang RDPC. Et ces militants que tu vois là, ils sont derrière nous pendant 2 ans. Chaque fois, les militants m'appellent pour me dire qu'ils vont joindre le RDPC. Mais finalement, aujourd'hui, on est là avec eux, ils sont rentrés dans le RDPC. Ils ont eu à rencontrer beaucoup de problèmes dans l'UNDP. Et c'est sans contrepartie, encore moins d'une quelconque intimidation, que ces femmes déclarent avoir quitté le parti de Bello Bouba Maïgari pour celui de Paul Biya. Elles en ont marre, disent-elles, d'être militantes de la politique des pièces de pagne. Nous, on n'a rien donné à ces femmes, on n'a rien promis à ces femmes. Ces femmes ont vu comment nous, les militants du RDPC, on évolue, on avance avec le RDPC, ça les a plu, ils sont revenus vers nous. La remise symbolique du pain de l'UNDP au président de section RDPC Benoué Centre 2 par l'ancienne présidente de la sous-section UNDP de Fulbert 4 confirme le ralliement au parti de Paul Biya et marque ainsi leur retrait définitif de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. La signature des protocoles d'engagement et la distribution des cartes d'adhésion aux nouveaux membres du RDPC viendront mettre un terme à cette cérémonie riche en sons et couleurs. L'ancienne gloire du football camerounais Roger Milla se lance dans le recyclage des déchets plastiques. Sa fondation Cœur d'Afrique a entrepris de récupérer près de 2 millions de bouteilles plastiques qui bouchent les drains et provoquent les inondations dans les rues de Douala et Yaoundé. Justin Toton pour le compte rendu. Recycler des déchets plastiques, telle est la nouvelle carrière dans laquelle s'est lancé Roger Milla à Yaoundé après avoir aidé des enfants et aussi des anciens sportifs à se réinsérer dans la vie active. Le héros du mondial 1990 donne une autre vision à sa fondation Cœur d'Afrique. La collecte de 2 millions de bouteilles plastiques qui bouchent les caniveaux doit servir à produire des pavés pour les routes et les trottoirs. Les pavés qui sont déjà fabriqués là, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Donc, je crois que ce qu'on vient de représenter, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de sérieux. Un usage de déchets complètement nouveau au Cameroun où, comme on peut le constater, leur gestion est un problème majeur. Dans le cadre d'une opération avec les responsables de certaines entreprises, la Fondation a procédé au ramassage de ces bouteilles dont la collecte a débuté en 2015. Plusieurs élèves, depuis ce moment jusqu'à ce jour, ont ramassé près de 3 tonnes dans leur quartier. Quant aux ouvriers, ils sont environ 2500 jeunes que Roger Milla et sa fondation voudraient former au tri de déchets en plastique, puis à leur transformation pour en faire des pavés. Un sérieux que l'ancien buteur de l'équipe nationale camerounaise apporte au projet, comme sa carrière marquée par de nombreuses victoires. Ce projet d'assainissement fait le bonheur des populations riveraines. Rappelons que dans un décret datant de 2014, le gouvernement camerounais interdisait la fabrication et la distribution des emballages plastiques non biodégradables, un décret difficilement respecté jusqu'à ce jour. Une initiative, comme beaucoup d'autres en gestation, de même genre, semble être la solution adéquate pour l'évacuation complète de ces ordures. En éducation, quand les relations sentimentales s'évitent entre élèves et enseignants, le phénomène est devenu monnaie courante dans les établissements scolaires. Les jeunes filles ici constituent pour leurs enseignants un terrain très fertile. N'allez pas croire qu'elles aussi sont toujours innocentes. Elles aussi, dans un élan de facilité, cherchent parfois à s'attirer les faveurs de l'enseignant. Entre harcèlement et relations consentantes, suivons ce reportage d'Adi Boto.
Il est désormais difficile aujourd'hui de répertorier les problèmes de l'école camerounaise sans toutefois réserver une place de choix au phénomène grandissant de relations amoureuses entre élèves et enseignants. Un fléau qui du primaire au supérieur en passant par le secondaire prend de l'ampleur. Plusieurs enseignants y voient même un avantage légitime intimement lié à l'exercice de leur profession. Du côté des jeunes filles, c'est toujours un très grand prestige de parler amour avec son professeur, surtout quand cela peut faire bénéficier de certaines faveurs. Suivez mon regard, les NST, notes sexuellement transmissibles. On va aider l'élève par rapport à sa matière, avoir des notes dans sa matière, ce qui n'est pas normal. L'enfant doit travailler de lui-même, donc moi je ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a certains élèves qui attirent aussi les enseignants, ça dépend aussi de la façon dont l'élève vient. Parce qu'il y a des tenues scolaires où les élèves parfois viennent habillés bizarrement. Les enseignants sont les êtres humains. Allez, directement, quand ils voient comme ça, une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Il peut se laisser aller par rapport à ça. En fait, ces relations devenues monnaie courante dans les établissements restent très critiquées dans la société. L'enseignant, vu comme un modèle pour les élèves, de par son rôle dans l'éducation de ces derniers, est généralement mis au banc des accusés, car de tels comportements ne cadrent pas avec l'éthique et la déontologie de la profession. On devrait rester professionnel parce qu'en fait il vient pour inculquer à l'enfant des connaissances. Il ne saurait être un élément pour détruire un enfant. Il est bien vrai que certains enseignants ont souvent la chance ou alors de se marier avec leurs élèves, ce qui n'est pas la norme au niveau de l'enseignement. C'est pas ça, puisque en réalité nous prenons pour l'éducation de l'enfant. Donc l'enseignant vient pour éduquer l'enfant et non pour chercher à courtiser l'enfant pour une relation personnelle. Il est même question ici pour nous, surtout au niveau du collège, de garder les lettres de noblesse, c'est-à-dire que nous devons respecter, n'est-ce pas, le cadre de l'enseignement. Donc lorsqu'on vient dans un collège, c'est pour enseigner. Sûrement, d'aucuns pensent que les responsabilités sont partagées et tous les acteurs sont concernés. Je sais que c'est souvent des rapports très très difficiles, très compliqués, parce que tout le monde est complice. Alors, et les élèves filles sont complices, et les enseignants également sont complices. Donc c'est souvent un peu difficile à établir. Parce que même lorsque vous avez remarqué quelque chose d'anormal, en fait, l'élève non plus ne va pas s'ouvrir, ni même le professeur. Donc en fait ici au collège, moi j'ai l'habitude en fait d'aller dans les salles de classe et puis de dire très haut ce que je pense en disant que si je constatais des rapports extrascolaires entre les élèves et les professeurs et qu'ils allaient être vraiment sanctionnés. Même si, objectivement, il n'existe pas encore de test qui proscrit à un enseignant d'épouser son élève, il faut dire que ce genre de comportement observé de part et d'autre devient de plus en plus alarmant et mérite l'attention des pouvoirs publics. Le 15 août 2016, les chrétiens catholiques ont célébré l'Assomption, une fête religieuse qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel sans avoir connu la mort. À l'occasion, les fidèles se sont rendus massivement dans les églises et autres lieux de culte pour communier, louer la mère du Christ et glorifier l'Éternel. Adi Poto, Benoît Dormont. Ils sont venus nombreux ce 15 août 2016 à la paroisse Sainte-Trinité de Bilonguet dans la localité de Douala 3e pour célébrer comme il se doit la montée de Marie au ciel. Entre prières, chants et louanges, ces fidèles catholiques ont magnifié leur foi en l'Éternel. Le vicaire Litet a saisi l'occasion pour édifier les chrétiens sur l'Assomption et surtout la symbolique de la célébration. L'Assomption, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, dans ma prêche, c'est une interpellation pour nous, jeunes, adultes, enfants comme parents, d'épouser, n'est-ce pas, le comportement, l'attitude de la Vierge Marie, qui s'est occupée de son fils. Aujourd'hui, son fils, par l'Assomption, témoigne la gratitude et l'amour que sa mère, n'est-ce pas, lui a donné. Et ça, pour moi, la symbolique, n'est-ce pas, de la fête de l'Assomption. Objet de plusieurs fêtes du calendrier liturgique chez les catholiques, Marie, mère de Jésus de Nazareth, est priée et honorée comme le meilleur intercesseur entre son fils et le croyant. C'est la fête qui nous interpelle, qui nous rappelle aussi que
d'honorer Marie. Parce que c'est la mère de Dieu, c'est la mère de notre Sauveur. D'où la reconnaissance de Marie comme la mère de l'humanité. Donc sans Marie, on n'aurait pas eu Jésus. Il a fallu une maman qui a porté dans son sein le Seigneur et aujourd'hui on la célèbre pour lui dire merci. Pour rappel, le 1er novembre 1950, l'Église catholique officialise la fête mariale qui existe depuis 14 siècles en proclamant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. Marie, ayant été préservée du péché originel et n'ayant commis aucun péché personnel, a été élevée à la gloire du ciel après la fin de sa vie terrestre en corps et en âme. S'il est reconnu dans la religion chrétienne que Marie est une élue des cieux, mère de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, il est de même intéressant de relever que la montée de Marie dans les cieux le 15 août est une réalité purement catholique, raison pour laquelle seuls les fidèles chrétiens catholiques commémorent l'Assomption. Éric Ticheux et Josué Ngongan nous renseignent davantage. Dans l'ensemble des églises chrétiennes, Marie est reconnue et admise comme la mère de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Je suis protestant, je reconnais en Marie une femme qui a été choisie par Dieu, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui pouvaient être choisies pour accoucher Jésus. Elle est l'élue de Dieu pour enfanter son fils qui est venu sauver l'humanité. Ça, c'est reconnu dans toute l'église chrétienne. Mais il est important de constater et de s'interroger sur le fait que seules les églises catholiques célèbrent l'Assomption le 15 août, date qui commémore la montée de Marie dans les cieux. Les catholiques jusqu'en 1950 ne célébraient pas l'Assomption. C'est à partir de 1950 que le pape a décrété la montée de Marie au ciel. Et c'est un dogme de l'Église catholique. Et c'est normal, puisque c'est leur structuration, c'est leur organisation. Quand le pape prend un décret, il doit s'appliquer dans l'Église. Donc Marie, selon ce pape, est montée au ciel. Et selon les Saintes Écritures, Marie, il est mentionné nulle part que Marie est montée au ciel. Donc les catholiques, après cette décision du pape, commémorent le 15 août comme étant la date de la montée de Marie au ciel. Les protestants, ne trouvant pas de traces dans les Saintes Écritures, ne trouvent pas pourquoi ils devraient commémorer la montée de Marie au ciel. Notons que le protestantisme est resté longtemps muet à propos de Marie. C'est à partir des dogmes de l'Immaculée Conception en 1854, puis de celui de l'Assomption en 1950, que se creuse à nouveau l'écart avec le catholicisme. Ces dogmes établis si tardivement ne peuvent en effet constituer une réalité historique ou spirituelle selon les membres des églises protestantes qui dénoncent le culte rendu aux saints et en particulier le culte Maria. Sport Ligue 1 de football, le UMS de Loum se démarque de ses poursuivants immédiats et prend une sérieuse option pour le sacre. Avec 60 points contre 53, Coton Sport et à 4 journées de la fin du championnat, le club du Mungo conserve la tête du peloton. Cependant, la 30e journée dimanche dernier a été marquée par l'entrée du Canon de Yaoundé dans la zone de relégation. Michel Ateba. Avec 32 points et après sa défaite dimanche contre le Dragon de Yaoundé, la formation du Canon sportif est désormais dans la zone de relégation. L'équipe de Nkondongo, pourtant tout feu tout flamme en Coupe du Cameroun de football, s'amuse à perdre les points en championnat et à 4 journées seulement de la fin de celui-ci. Comme le Canon Botafogo de Douala, le club du littoral en cas de défaite à la 31e journée va dire adieu à la Ligue 1. Battu hier dimanche par le leader UMS de Loum 3-1, Botafogo ne tient plus que sur un fil. Pour ce qui est de la lanterne rouge Cosmos du Mbam, les carottes sont cuites. Sauf haute décision, le club du centre a déjà les 2 pieds en Ligue 2, moins de 3 ans après sa montée. En revanche, apogée d'un fou grâce à sa énième victoire spectaculaire 4-0 devant Cosmos du Mbam, fait un bond et est classé 15e avec 33 points. Mais tout comme Panthère, 34 points, Lion blessé, 36 points, Dragon de Yaoundé, 36 points, et Ding et Bamoutos de Moulaki compte 38 points. Aucun n'a encore franchi la barre de 40 points, synonyme d'abri, tout le contraire de désastre de Douala.
Racine de Bafoussam, New Star et Aigle dont le maintien est presque acquis. Union Sport de Bafang, Union Sportive de Douala, Yon Sport Academy, Coton FC et UMS de Loum luttent pour la première place, les deux premiers réservés à la Champions League africaine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur CAMNews 24. Merci de l'avoir suivi.